Bonjour, je m'appelle David Leon. J'ai eu une EQM en 2006 qui a radicalement changé ma vie. Mon histoire commence dans une gare à Cambridge. J'étais en train de dire au revoir à un ami et c'était un février très froid. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel, mais il faisait froid. J'aidais mon ami à monter dans la voiture quand j'ai fait un pas en arrière, après lui avoir donné un câlin et un baiser d'adieu. Nous avons entendu les signaux automatiques des portes, alors j'ai reculé très rapidement, mais pas à temps, malheureusement. Une partie de mon manteau est restée coincée dans les portes qui se fermaient, et je n'ai pas pu m'en détacher du tout. Tu sais, c'était comme un manteau épais en peau de mouton. J'ai crié à l'aide en espérant qu'il y ait un garde, mais il n'y avait pas de garde sur cette ligne précise. J'ai donc essayé tout ce que je pouvais. Je frappais la vitre, mais rien ne se passait. Le moteur a commencé à vrombir, et j'ai regardé à travers la vitre des portes du wagon. J'ai pu voir le regard de pure terreur dans les yeux de mon ami. À ce moment-là, j'ai pensé « Waouh, c'est fini !» car je ne croyais pas que j'allais survivre si ce train partait avec moi. Le train est parti à toute vitesse. J'ai senti chaque changement de vitesse et j'ai perdu l'équilibre. Je me suis fait traîner sur le quai et je me suis retrouvé entre le bord plat du quai et le train qui filait. Je suis tombé sous les roues. C'était comme si on m'avait jeté dans une énorme bête mécanique en fer. Tu sais, c'était comme une machine à laver à pleine vitesse, mais c'était violent, c'était effrayant, c'était terrifiant, c'était agressif. Je suis passé en mode combat ou départ, comme on dit. J'ai décidé de me battre. Je ne laisserai pas cette bête mécanique me prendre la vie, alors je suis resté conscient pendant toute l'expérience. À la fin, j'ai été projeté entre les rails. Le train continuait son chemin. C'était un train long. Je me souviens avoir pensé « Ce n'est pas encore fini ». Alors j'ai gardé le visage enfoui dans le gravier. Le train a disparu sur la voie. Là, j'étais, allongé dans un état de choc complet. Je ne pouvais pas croire que j'étais en vie. J'étais dans une totale agonie. Le manteau que je portais était en lambeaux. Je me souviens que la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'on m'avait ouvert le brassard. Je pouvais voir tout l'intérieur et ce n'était pas beau. Je me souviens avoir pensé « Waouh, j'ai besoin d'aide maintenant ». J'ai essayé d'appeler les urgences avec mon téléphone mobile, mais bien sûr, mon téléphone était complètement détruit. Les services d'urgence sont arrivés très rapidement, ont sauté sur les voies et ont commencé à couper mes vêtements. Par miracle, ils m'ont tiré du bord du quai et m'ont mis à l'arrière d'une ambulance. Je me souviens que le médecin a dit à l'arrière de l'ambulance « Nous venons d'un petit hôpital juste au coin de la rue, mais celui qui te sauvera la vie est à 25 minutes en voiture. Peux-tu tenir le coup ?»« Oui, lui ai-je dit. » Nous avons donc foncé sur l'autoroute, sirènes allumées. Nous sommes arrivés à l'hôpital et toute une équipe de médecins nous attendait. Il y avait beaucoup de confusion. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Pour moi, c'était tout de la science, bien sûr, mais j'entendais de la peur dans leur voix et je savais que ce n'était pas encore fini. Je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de sang. Je pouvais le voir littéralement couler de mon bras. Ils ont travaillé sur moi de toute leur force. Je me souviens du chirurgien qui dirigeait toute la situation. Il semblait calme, en fait. Il s'est approché de moi et m'a dit « David, nous allons devoir t'emmener directement au bloc opératoire. Ta famille est ici, veux-tu les voir ?»« Oui, s'il te plaît, » ai-je répondu. Ils sont entrés dans le service des urgences. Mon amie Anna, que j'avais été en train de dire au revoir dans le train, était là. J'étais tellement heureux qu'elle soit là, car j'avais besoin de me connecter avec elle. Je savais qu'elle avait dû traverser cette terrible expérience avec moi, et je voulais lui parler. Elle s'est approchée, son visage était blanc, elle était en état de choc total, et sa tête se balançait d'un côté à l'autre. Elle a dit « Je n'arrive pas à croire que tu es vivante. Ils ont annoncé par les haut-parleurs que tu étais morte, et j'ai dit « Je sais », et j'ai demandé « Ça va ?» Et elle a dit « Oui, je pense que oui, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon corps. » J'ai quitté le drame qui se déroulait à l'hôpital. Tu sais, toute l'intensité de tout ça. Tu sais, le bruit, la douleur que je ressentais s'est soudainement estompée, et je me suis retrouvé dans ce qui semblait être un petit espace sombre. En réalité, ce n'était pas un espace sombre du tout.
car je me suis rendu compte qu'il y avait une belle lumière qui commençait à pulser autour de moi. Il y avait de petites couleurs scintillantes, ambre, vert, jaune et rouge. J'ai ressenti une sensation de calme venant de ces couleurs pulsantes, car je pensais à ce moment-là que je n'avais pas réussi. Je pensais que je devais être mort. Je n'ai pas essayé de me battre contre cela. Je n'ai pas essayé de résister. Tu sais, je sais que beaucoup de gens qui ont eu des expériences de mort imminente essaient de résister, en particulier ceux qui ont de jeunes familles à charge. Je veux dire, ce n'est pas que je voulais mourir. Je ne l'ai pas fait, mais après tout ce qui venait d'arriver, j'étais plutôt. Je ne sais pas, d'une certaine manière, j'étais heureux de l'accepter. Donc oui, je ne me suis pas opposé. Je me suis allongé sur la civière de l'hôpital. Eh bien, je pensais que j'étais debout sur cette civière, mais ce n'était pas le cas. Maintenant, j'étais allongé sur un énorme rocher. C'était comme un immense bloc de granit. La meilleure façon de le décrire, c'est que c'était comme un hôtel médiéval. C'était intéressant parce que normalement, quelque chose comme ça serait très froid et inconfortable pour s'allonger, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais très à l'aise. J'ai regardé pour vérifier mes blessures et j'ai observé mon corps. Je me suis rendu compte que je n'étais plus habillée. J'étais couverte d'un satin bleu, une sorte de matériau à la texture soyeuse, comme un drap qui me réconfortait et me faisait sentir calme. Je n'avais aucune blessure, même pas une éraflure ou un bleu sur mon corps. Tout était complètement intact. Cela m'a beaucoup apaisé. J'ai reposé ma tête sur le rocher et j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai fermé les yeux, tout à coup, une lumière est entrée par mes paupières. Elle était assez brillante. Alors j'ai ouvert les yeux et là, au-dessus de moi, des grilles symétriques de lumière blanche s'approchaient de moi. Je ne pouvais pas détacher mon regard de cette lumière. Donc, même si elle était très intense et brillante, tu sais, normalement, c'était un type d'éclat que, dans ce royaume, nous ne pourrions pas regarder. Tu sais, c'était comme regarder le soleil droit dans les yeux, mais je ne pouvais pas détourner le regard de cette lumière. Et la raison pour laquelle je ne pouvais pas détacher mon regard, c'était parce que je sentais qu'il se passait quelque chose de plus que de la lumière ici. Je sentais qu'une force guérisseuse émanait de cette lumière. J'ai fermé les yeux et je me suis baigné dans cette lumière, pour ainsi dire. Je sentais que la lumière me guérissait. Elle guérissait le traumatisme que je venais de vivre, guérissant le traumatisme physique que j'avais subi. Mon corps était une sensation magnifique. D'une certaine manière étrange, je n'avais pas du tout peur, et alors j'ai senti la présence de quelqu'un près de moi. J'ai levé la tête et ouvert les yeux, et là se tenait cette personne, debout à mes pieds. C'était un être. Une personne qui portait un t-shirt noir très moderne et avait une sorte de cheveux et de peau blond, d'un blanc pur qui émettait de la lumière de l'intérieur. Et je connaissais cette personne. Je l'ai regardée. Je ne pouvais pas préciser d'où, mais je la connaissais. Et j'ai dit à voix haute, « Je te connais, je ne sais pas d'où je te connais. » Et cette personne est simplement restée là, debout, en me souriant avec un sourire complice. Elle ne m'a pas parlé, mais je commençais à ressentir une sorte de télépathie, pour ainsi dire. Et je commençais à réaliser que cette personne que je regardais était comme mon ange gardien. C'était pour ainsi dire le gardien de tout ce qui se passait ici. Je me suis donc senti très en sécurité, sachant que cette personne était là pour me protéger et que tout ce qui allait se passer ensuite me semblait acceptable. Alors, j'ai rejeté la tête en arrière et j'ai fermé les yeux un peu plus. Et puis, j'ai senti la présence de 2 êtres de chaque côté de moi. J'ai ouvert les yeux et il y avait 2 formes féminines. À ma droite, il y avait une fille en robe longue marron, très contemporaine, avec de longs cheveux châtains et une peau foncée, tandis que la fille à ma gauche portait une tenue plus traditionnelle. Tu sais, elle avait l'air d'une américaine native, indienne, asiatique ou brésilienne, sud-américaine peut-être. Elle portait une magnifique robe. Elles avaient les mains, flottant autour des contours de mon corps, parcourant lentement chacun d'eux. J'ai fermé les yeux et j'ai ressenti l'énergie qui émanait de leurs mains. Cela faisait vibrer chaque molécule de mon corps avec une énergie d'amour.
C'était comme un amour beau et inconditionnel qui sortait de leurs mains. Cette énergie de guérison allait bien au-delà de la simple guérison physique. C'était beaucoup plus que cela. Elles enlevaient chaque couche de douleur émotionnelle ou de bagage, comme nous l'appelons. Elles enlevaient toutes ces couches et arrivaient à l'essence pure de mon âme. C'était une sensation magnifique et libératrice. Je me suis senti libre. Je me suis senti plus libre que jamais de ma vie. Tu sais, je me suis senti complet. J'ai senti que c'était moi. C'était mon vrai moi, mon essence, sans culpabilité, honte, douleur ni oppression. Aucun de ces sentiments n'était là. À ce moment-là, j'ai commencé à penser à ma famille, parce que je me suis rappelé que ma mère avait pleuré quand j'étais à l'hôpital. Tout le monde était sous le choc. Bien sûr, j'avais été sous un train. C'était vraiment terrifiant pour eux, tout comme cela l'avait été pour moi. Alors, j'ai essayé de me pencher et de regarder en bas. Et en regardant vers le bas, je pensais que je pourrais les voir, mais je ne les ai pas vus du tout. Mais ce que j'ai vu, c'était une sorte de vue époustouflante. C'était comme une énorme cascade d'étoiles. Et c'était de la taille des chutes du Niagara, des chutes Victoria, peu importe. Tu sais, mais au lieu de milliards de tonnes d'eau tombant à pic, il y avait des milliards d'étoiles brillantes qui tombaient et roulaient simplement. Il y avait des étoiles filantes qui traversaient le ciel au-dessus et je pensais « Waouh, tu sais, j'étais complètement émerveillé. » J'ai regardé en bas et en regardant, j'ai essayé de fixer mon regard. Tu sais, au début, je ne pouvais voir que des étoiles scintillantes, puis j'ai commencé à voir des couleurs formant des nébuleuses. Tu sais, je regardais en bas. On aurait dit que je voyais d'une galaxie à l'autre et je voyais des formations que je n'avais jamais vues de ma vie, je veux dire avant. Tout ça, tu sais, je n'avais jamais eu beaucoup d'intérêt pour l'astronomie. Parfois, je levais les yeux vers le ciel, la nuit, et je voyais les étoiles briller. Mais c'était tout. C'était presque une vue en 2 dimensions de l'univers pour moi. Alors que maintenant, je ressentais que j'étais dans l'univers lui-même. Je ressentais cette immense immensité, non seulement de voir ce que j'avais vu, mais je ressentais la force de l'énergie. Je sentais son énergie. Je sentais que j'avançais avec cette énergie et c'est pourquoi j'étais plus qu'heureux de continuer avec ça, parce que c'était si beau. Je suis revenu à m'appuyer la tête contre ce énorme rocher, avec la certitude de savoir que j'étais parti de cette énergie et de cette belle force. La partie finale de toute cette expérience a été la plus profonde pour moi. J'ai commencé à ressentir cette énergie d'amour vibrer en moi, mais elle est devenue plus intense. Elle vibrait avec une telle intensité que je me suis dit « Que se passe-t-il » J'ai dû rouvrir les yeux et lever la tête, et juste au-delà de l'endroit où j'étais, ce bel être androgyne à mes pieds, il y avait une sorte de grand tunnel de lumière qui venait vers moi à travers l'univers. J'étais entouré par ces flammes très dramatiques qui tourbillonnaient lentement autour du bord de cette lumière blanche pure. Une lumière blanche très, très brillante. On me disait que ce que je voyais ici était la source de toute la création. Tu sais, c'était Dieu. Pas Dieu tel que je l'avais toujours aimé croire, tu sais. Dans mes manuels scolaires, les images de Michel-Ange, comme Dieu sur le plafond du Vatican, avec sa longue barbe grise. Non, cela était Dieu sous la forme de cet énorme tunnel de lumière blanche. L'amour et la force qui émanaient de cette lumière blanche étaient si beaux, si étonnants et si libérateurs, que j'ai ri. Je me souviens que j'ai ri intérieurement et que j'ai penché la tête en arrière contre la roche. Et juste à ce moment-là, j'ai soudainement retrouvé mon corps. J'étais de nouveau à l'hôpital et la beauté de cette lumière blanche était maintenant quelque chose comme... Maintenant, c'était le tube fluorescent qui criait dans mes yeux. Le bruit était tout simplement excessif. C'était comme un cri aigu dans mes oreilles, et la douleur s'est emparée de chaque veine et muscle de mon corps. C'est étrange car la plupart des gens m'ont dit depuis « Tu dois vraiment avoir été bouleversé d'être revenu, après toute cette beauté, à l'hôpital. » Mais non, je ne l'étais pas. J'étais encore euphorique à propos de tout ça. Je sentais que j'étais encore attaché à tout cet autre royaume où je venais de revenir. Je me souviens d'avoir vu mon amie Anna et ma famille, là, debout. Je me suis tourné vers Anna
et lui ai dit « Quelque chose d'incroyable vient d'arriver, quelque chose de vraiment important que je dois te raconter. » Et je me souviens qu'elle a mis sa main sur ma bouche et a dit « Pas maintenant, tu pourras me le dire plus tard. » Et j'ai dit « Non, mais c'est très important. » Tu sais, j'étais très excitée et pleine d'énergie. Elle a dit « Plus tard, David, plus tard. » Alors j'ai répondu « D'accord. » De toute façon, ils m'ont emmené en fauteuil roulant au bloc opératoire et j'ai été inconsciente pendant environ 8h30. Je me souviens m'être réveillée dans la salle d'hôpital et j'étais là, allongée seule dans l'obscurité. Il y avait une petite machine, du genre R22, qui émettait un bail. Et oui, je traitais le fait qu'on venait de me jeter sous un train et que j'avais traversé tant d'horreurs. Mais j'étais plus obsédé par ce qui venait de se passer. Toute l'expérience de quitter mon corps et d'aller dans ce beau royaume et de voir ce qui nous attendait. Je ne savais rien sur les expériences de mort imminente à ce moment-là. Alors j'ai pensé, cela ne m'est arrivé qu'à moi. Et j'ai pensé, je dois le raconter à tout le monde. J'ai pensé, je ne peux pas oublier ça. Comment vais-je me souvenir de cela? Et comment vais-je le transmettre aux gens? Et j'ai pensé, je sais ce que je vais faire. Je vais tracer un tableau qui montre ce qui m'est arrivé, toute l'expérience dans un tableau. Et j'ai pensé, il doit être grand, il doit être dramatique, il doit être comme ces tableaux de Michel-Ange, comme les grandes scènes bibliques qu'il a peintes. Je n'avais jamais fait quelque chose comme ça avant dans ma vie, mais je m'en fichais. J'ai pensé, quand je sortirai de l'hôpital, c'est ce que je vais faire. Donc, une fois sorti de l'hôpital, je me suis rétabli chez ma sœur, avec sa jeune famille. Vous savez, et j'ai dit, je dois faire ce tableau. J'ai donc réussi à obtenir une immense toile. Et je me souviens qu'elle était de la longueur qui se trouvait contre le mur de la chambre où je me rétablissais, dans la maison de ma sœur. Et vous savez, je me suis rétabli suffisamment pour le faire. J'étais obsédé par l'idée de le faire. Je devais le faire. Alors, j'ai commencé à peindre. Et oui, au début, j'étais un peu anxieux parce que je n'avais pas reçu de formation pour faire ça et je ne voulais pas le gâcher. Mais une fois que j'ai commencé à peindre, j'étais surpris de la beauté de ce qui prenait forme. Tu sais, j'ai pensé, je me souviens que quand j'ai commencé à peindre des teintes de peau, j'appliquais des couleurs vertes, rouges, bleues, jaunes, de toutes sortes. Quoi que ce soit, je les jetais là, et ces teintes de peau commençaient à prendre vie. Et j'ai pensé, je ne savais pas comment faire ça, et j'ai réalisé qu'il m'aidait, qu'il me guidait. J'avais l'impression que j'étais encore attaché à cet autre royaume, comme si un cordon ombilical d'énergie passait toujours à travers. Cela, et je regardais vers le haut, comme je le fais encore, et je disais « Merci pour toute l'aide que tu viens de me donner. Tu sais, ça ne s'est pas arrêté là. Tu sais, c'était intéressant parce que j'avais commencé à recevoir guérison spirituelle dans une église spiritualiste locale, parce que je devais essayer de donner un sens à tout ça. Et je savais qu'il y avait une église spiritualiste dans le village où se trouvait la maison de ma sœur. Alors je suis allé à l'église spiritualiste, et ils savaient ce qui m'était arrivé. En fait, ils m'ont dit « David, tu as eu une expérience de mort imminente. » Et ils m'ont tout expliqué, mais ils ont aussi dit « Regarde, ici nous faisons de la guérison spirituelle, et il semble que tes bras soient physiquement assez mal en point. Cela te ferait du bien. » J'ai dit « Oui, quand puis-je commencer ces séances de guérison ?» Certains des guérisseurs étaient clairvoyants. Ils m'envoyaient des messages et me disaient « Oh, tu sais, nous voyons une lumière bleue qui entre en toi. Énergie guérissante qui te soigne. Tu es très bien protégé. » Mais ensuite, ils ont commencé à dire « Tu sais, nous entendons de la musique. Nous voyons un violon sur ta poitrine. » Et j'ai dit « Je ne sais pas. » Puis, l'un d'eux a dit « On me dit que tes guides veulent que tu écrives une pièce musicale sur ton expérience. » J'ai dit « D'accord. » Alors je suis rentré chez moi, je suis monté au grenier et j'ai trouvé un vieux synthétiseur espagnol, je l'ai enregistré. La seule chose que j'avais était le magnétophone à cassette de mon père.
que je lui avais emprunté et je ne savais presque rien jouer. Tu sais, je n'avais pas de formation, mais j'ai commencé à exprimer quelques idées. Tout à coup, un beau passage musical m'est venu à l'esprit. Je regardais un film à la télévision à ce moment-là et j'ai pensé « Qu'est-ce que c'est ?» et je l'ai enregistré immédiatement. Et, encore une fois, j'ai su que je commençais à recevoir de l'aide. Je l'ai développé au point où je pensais que ce n'était plus qu'une simple pièce musicale. Je pensais que cela allait être une chanson qui m'inspirerait à écrire, mais non, c'est quelque chose qui doit être interprété par un orchestre. Et il y avait beaucoup de synchronicité dans ma vie à ce moment-là. Un de ces moments de synchronicité a été que je suis devenu ami avec un violoncelliste de l'orchestre local. Un jour, nous nous sommes rencontrés pour prendre un café et elle m'a dit « Que fais-tu » Je lui ai parlé de cette pièce musicale qui m'arrivait, et elle était aussi assez spirituelle. Donc elle a compris. Elle a dit « Eh bien, peut-être pourrions-nous l'interpréter dans notre orchestre ?» J'ai dit « Ce serait génial !» Mon frère, qui vivait à Londres et avec qui je parlais beaucoup au téléphone, m'a dit « Écoute, si tu vas faire ça, l'orchestre aura besoin de musique, ils auront besoin d'une partition. » Et je lui ai dit « Je ne sais pas écrire de la musique. » Il a dit « Eh bien, écoute, j'ai cette application et je vais te donner un vieux portable et je vais te donner cette application et un clavier. Quand tu joueras du clavier, au lieu de l'enregistrer sur un magnétophone à cassette, enregistre-le dans cette application et elle peut le transposer en format musical. » Et c'est ce qui s'est passé. L'orchestre a accepté de le jouer et ils m'ont dit « Regarde, est-ce que ça te dérangerait de dire quelques mots à la presse locale à propos de ta pièce ?» Oui, bien sûr. Je leur ai dit « J'ai parlé avec la presse locale par téléphone et ils m'ont dit « Attends, tu es le gars qui s'est glissé sous le train ?» Non, oui, je leur ai dit « Cela va être en première page du journal. » Je leur ai dit « Génial !» À partir de ce moment-là, le téléphone n'a cessé de sonner. La BBC m'a contacté et m'a dit « Nous aimerions venir faire un reportage pour les nouvelles sur ta pièce. » Fantastique, leur ai-je dit. Bien sûr, après cela, les billets pour le concert se sont vendus en 2 semaines. L'atmosphère au premier concert était incroyable. C'était comme si on n'en entendait pas une épingle tomber. C'était une ambiance magnifique, magnifique. J'ai pensé, c'est génial, de plus en plus de gens vont savoir comment c'est, parce que la première pièce musicale que j'ai écrite parlait de mon expérience et s'appelait « La lumière divine ». Je me souviens que ma famille et moi étions assis au premier rang et avons écouté toute la pièce. Je ne me suis pas senti nerveux. J'avais une confiance totale que j'étais aidé, que cela allait se passer, que tout allait remettre en route. Mais c'était plus que cela. Je me souviens que le directeur a baissé la baguette et ces accords initiaux que j'avais écrits sur ce petit synthétiseur bon marché sonnaient maintenant comme un son tridimensionnel. Et c'était magnifique. Je pouvais en profiter parce que je savais que je n'étais pas le seul à l'avoir écrit. Tu sais, ça a pris fin et il y a eu une belle salve d'applaudissements. Je serrais à nouveau ma mère dans mes bras. Elle pleurait, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Et alors ma sœur a dit « David, regarde derrière toi. » J'ai dit « Quoi ?» Et j'ai regardé derrière moi. Il y avait une ovation debout. Les gens étaient debout et applaudissaient. C'était tout simplement incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des commandes d'autres orchestres pour écrire de la musique. Et cela m'a inspiré à continuer à travailler ma musique et à développer mon art. Je ne pouvais pas arrêter de peindre. Je voulais continuer à créer de plus en plus de tableaux basés sur mon expérience. Je voulais partager tout ce que je pouvais, tu sais, à travers mon art comme ma musique. C'était donc comme si je pouvais donner aux gens, et je peux encore donner aux gens, une idée de ce qui m'est arrivé dans cette autre vie, d'une manière assez tridimensionnelle, tant à travers mon art que ma musique. Puis, la 3e pièce du puzzle est arrivée. On me disait encore et encore à travers ces médias que je devais écrire mon histoire. Je suis dyslexique. J'avais quitté l'école avec très peu de notes. Ma vie était un véritable chaos jusqu'à mon accident. En fait, juste avant, j'étais au fond du gouffre. J'étais sur le point d'être expulsé de mon appartement à Londres, où je vivais. Donc,
La vie ne pouvait pas être pire à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, une amie m'a contacté. Elle vivait en Écosse, assez loin, et cela faisait des années que nous ne nous étions pas parlé. Elle connaissait déjà mon histoire et m'a dit « Tu sais, quand vas-tu l'écrire ?» Et je lui ai répondu « Eh bien, c'est ce qu'on continue de me dire, mais tu sais, je suis dyslexique. Il n'y a pas moyen que cela arrive. » Alors mon ami, qui n'avait jamais écrit de livre ni rien de sa vie, mais qui avait écrit quelques articles médicaux pour des revues, m'a dit « Eh bien, tu pourrais avoir un co-auteur et je pourrais le faire. » Je lui ai dit « Super, donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé à travailler sur mon livre et nous avons pensé « Eh bien, nous allons le publier par nos propres moyens. » Et je lui ai dit « Non, regarde, nous devons toucher un public plus large, c'est ce qui se passe avec la musique et l'art. » J'ai essayé de lui expliquer que nous devions croire en cela et que cela allait arriver, et c'est ce qui s'est passé. Un éditeur m'a contacté tout d'un coup à la dernière minute, juste avant que nous soyons sur le point de nous auto-publier, et a dit « Regarde, on vient de me remettre tes manuscrits et ils sont géniaux, et je veux les faire lire au reste de l'équipe. » Et je lui ai dit « Super, fais-le. » Donc j'ai obtenu un éditeur et mon livre, intitulé Shine On, a été publié juste avant la pandémie. Et je me suis dit « Eh bien, en fait, on se demandait, que va-t-il se passer maintenant ?» Tu sais, parce qu'il n'y avait pas moyen que je puisse sortir et le promouvoir dans les librairies à travers tout le Royaume-Uni. Mais j'ai commencé à faire des podcasts et à interviewer des gens. Ensuite, le bouche à oreille a commencé à se répandre, non seulement à travers le Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis et dans le monde entier. Tout à coup, je me suis retrouvé à parler et à atteindre de plus en plus de personnes, réalisant que ma voix devenait maintenant, je ne sais pas, quelque chose de plus que de l'art et de la musique. J'ai pu commencer à m'exprimer à travers les interviews et les personnes qui pouvaient lire mon histoire. Je suis passé de me demander complètement désespéré où ma vie allait à réaliser soudainement que la vie est dans le moment présent et que le moment présent est l'endroit le plus important où être. Et c'est quelque chose que j'ai appris de cet autre domaine. Je me souviens que lorsque j'ai été placé sur ce rocher, je me suis rendu compte que j'avais passé tant de temps dans le passé à m'inquiéter, à penser aux erreurs que j'avais commises, à me soucier des opportunités perdues, des portes que j'aurais dû ouvrir, et toutes ces choses, ou à m'inquiéter pour l'avenir, à me demander quelle direction ma vie prendrait. Mais dans cet espace, je me suis senti complète, car je me souviens d'avoir pensé qu'il n'y avait pas de notion de temps ici. Dans cet espace, le seul moment qui existe est le moment présent. Maintenant, je réalise que le moment présent est le moment le plus important.